J'ai eu l'honneur de présenter un projet de décret relatif aux conditions d'exploitation de nos ressources halieutiques au niveau surtout de la pêche artisanale et côtière. Comme vous le savez, le secteur des pêches est d'une grande importance pour l'économie nationale, tant en termes de recettes budgétaires, d'entrée en devises, que d'offres d'emploi ou de sécurité alimentaire. En 2022, le gouvernement a adopté la lettre de politique et de planification du secteur des pêches et de l'économie maritime pour la période 2022-2024. Cette lettre de politique et de planification met l'accent sur la régulation de la capacité de la pêche, notamment la maîtrise du développement de la pêche artisanale et côtière. Auparavant, en 2014, le gouvernement, en vue d'accompagner le développement de la pêche côtière et la modernisation de la pêche artisanale, a créé la Société des chantiers navals de Mauritanie. Les navires construits par cette société, appelés navires CNM, de longueur supérieure à 14 mètres, sont au vu de la réglementation des navires de pêche côtière. C'est pourquoi en 2018, ces navires ont bénéficié d'une dérogation au terme du décret 044-2018 du 1er mars 2018 modifiant certaines dispositions du décret 159-2015 du 1er octobre 2015 portant application de la loi numéro 17-2015 du 29 juillet 2015 portant code de pêche maritime pour opérer dans la zone dédiée à la pêche artisanale. Cette dérogation de zone doublée de conditions d'exploitation favorables et de facilité d'acquisition au début de la production des navires CNM a suscité un engouement pour ce segment qui a enregistré une nouvelle flotte d'avoisinant 500 unités en 2022. Cette partie du segment côtier s'est rajoutée de facto à la capacité de pêche opérant dans la zone de pêche artisanale déjà excédentaire. Pour résoudre cette difficulté, le présent projet de décret qui abroge le décret 044-2018 du 1er mars 2018 introduit deux innovations. La première innovation, c'est la régularisation de la capacité de pêche des flottes opérant dans la zone de pêche artisanale. Pour ce faire, la pêche artisanale est désormais subdivisée en deux segments. Un segment qui conserve aux unités de pêche artisanale longueur inférieure ou égale à 14 mètres, les mêmes acquis que ceux accordés par les textes réglementaires jusqu'ici en vigueur, et un segment 2 qui intègre au sein de la pêche artisanale les navires côtiers de longueur supérieure à 14 mètres et inférieure à 15 mètres, donc compris entre 14 et 15 mètres. Pour le dit segment, un droit d'accès direct différencié de celui du segment 1 est institué. En raison de l'absence de la maîtrise de capacité de l'accès à la zone de pêche artisanale, des dispositifs d'identification, de suivi et de surveillance par satellite sont institués dans le but d'assurer un contrôle de l'activité dans cette zone. La deuxième innovation, c'est la segmentation de la pêche côtière pélagique en la ramenant de 3 à 2 segments, conformément au plan d'aménagement de la pêcherie des petits pélagiques approuvé en novembre 2022 et qui constitue un engagement dans le cadre du protocole d'application de l'accord de pêche de la Mauritanie avec l'Union européenne. Voilà, c'est ça qui a été l'objet de ce décret. Merci. Merci pour les questions. J'ai 6 questions. ولكن اثنتان منها تعني موضوع واحد سأندمجها في إجابة واحدة. Pour la première question, le PEBER connaît une amélioration ou un développement. Est-ce que les autres ports vont suivre? Oui. Le PEBER, effectivement, l'établissement de la baie du Levrier, c'est-à-dire connu sous le nom de port artisanal de Nouadhibou, connaît aujourd'hui des opérations d'extension financées sur le budget de l'État en partie et sur des financements extérieurs. Effectivement, des travaux sont en cours pour
l'extension pour augmenter sa capacité, mais également assurer une plus grande sécurité des embarcations et de tous ceux qui utilisent les services de ce port. Est-ce que les autres ports vont suivre? Effectivement, la politique de l'État, c'est d'investir, c'est d'élargir les capacités de débarquement, parce que vous avez, depuis les années 90, fin des années 80, la politique nationale de débarquement consiste à créer de la valeur ajoutée pour la richesse halieutique. Ça passe par quoi? Ça passe par la création d'infrastructures au sol, des usines de traitement, de congélation, pour pouvoir exporter un produit fini ou semi-fini. Et c'est ça qui fait créer la valeur ajoutée et qui crée de l'emploi. Donc nous sommes là-dessus. Nous avons créé déjà en dehors du port autonome de Nouadhibou et du port dit artisanal, 2 autres ports actuellement. Vous avez le port de Tanit à 50 km de Nouakchott, qui est en voie d'extension, qui a commencé depuis 3 ans, mais qui prendra sa vitesse de croisière au fur et à mesure que les conditions favorisant une plus grande exploitation de ce port seront créées. Effectivement, nous sommes en train de créer une usine de fabrication de glace, parce que vous savez, pour stocker le produit des poissons, il faut beaucoup de glace. Il faut des usines de traitement. C'est en cours. Le port de Tanit est vraiment en train d'augmenter ses capacités. Le port de Ndiagou, qui est aussi de création récente, mais qui a une vocation multiple. C'est un port d'abord à vocation militaire, ensuite à vocation pétrolière et gazière, à vocation commerciale, et enfin il y a un quai de pêche. Donc, et nous avons une politique de création de ce que nous appelons des points de débarquement aménagés tout le long du littoral. Nous avons le Am Hajirat, tout à côté, au nord de Nouakchott, et nous avons le PK 93 qui est en cours également de construction, dont les travaux sont très avancés. Donc, la création de ces différentes infrastructures portières de pêche, c'est pour favoriser les conditions permettant de débarquer plus de quantité, de les traiter sur place et d'ajouter de la valeur ajoutée. Deuxième question, l'arrêt biologique, est-ce qu'il est prévu comme d'habitude à partir du 1er octobre? Oui, nous avons déjà depuis 2 jours fait la circulaire et signé l'arrêté fixant le début de l'arrêt biologique pour les 2 mois conventionnels à partir du 1er octobre, qui sera observé sur l'étendue du territoire national. السؤال الثالث مدارس تكوين السيد تخرج شبابا ولكن المؤسسات لا تشغلهم ولا تستوعبهم. للإجابة إلى هذا السؤال هناك مسألتين لا بد تؤخذ في عين الاعتبار. أولاهما أننا في بلادنا عندنا مشكلة في تطبيق ما يسمى ملاعمة احتياجات التكوين وفرص العمل. هذا نقص لا بد يعالج، ولكن الحكومة بادرة في علاج هذه المشكلة، والوزارات المعنية بهذا الشأن وزارة التهذيب، التعليم العالي، وزارة الشغل والتكوين عاكفون على أن يبذلوا كل ما بوسعهم للتنسيق فيما بينهم لحل هذه المشكلة.
ولكن فيما يخص التشغيل عندنا هذه المدارس الأكاديمية نافال، الأكاديمية البحرية الموجودة في نواكشوط في نواديبو عفوا، تضم 3 مدارس. مدرسة خاصة بتكوين ضباط وضباط الصف البحري الوطني لا مارين ناسيونال، ومدرسة تكون ضباط البحرية التجارية لا مارين مارشان وضباط الصف والعاملين فيها، ومدرسة ثالثة تختص بالعمال اليدويين اللي مثلوا هذا الجانب من العمال. ولكن استيعابهم في سوق العمل ينطوي على مسألة بسيطة: هل المؤسسات التي تعمل في مجال الصيد لها الإمكانيات المادية أو المالية لاستيعابهم؟ سؤال بسيط. إذن استيعابهم ينطوي على هذه الإمكانية. على أي حال المؤسسات اللي عاملة حالا في مجال الصيد والاقتصاد البحري تستوعب من هذه المتخرجين في هذه المدارس ما تحتاج إليه وحسب قدراتهم المالية. Quatrième question: mouvement de protestation suite à la fuite des navires turcs و 150 بحارة من سفن هربت في الأيام الأخيرة، ما مسيرهم؟ La question effectivement posée, c'est une réalité. Mais est-ce que l'État est responsable? Pour le moment, non. Ces navires turcs travaillent dans le cadre de ce que nous appelons affrètement. C'est des navires qui ont été affrétés par des opérateurs mauritaniens. Et ils signent un contrat d'affrètement avec les propriétaires de ces navires. Normalement, c'est des affrètements appelés dans le jargon technique coque nue. Le navire vient avec son armement technique, mais les matelots, les marins doivent être mauritaniens. L'armateur doit investir pour armer ce bateau, tout ce qu'il nécessite comme moyens ou outils de production. Mais malheureusement, comme les Mauritaniens savent bien faire, ils font les wagaf. C'est tout. Ils ne s'intéressent pas au métier, ils ont juste un pourcentage. Et naturellement, donc ces bateaux affrétés, quand ils ne trouvent plus intérêt à continuer à pêcher en Mauritanie, ils partent. Maintenant, pourquoi on ne fait pas attention pour les garder? On ne peut pas mettre un garde-côte dans chaque navire. Et quand ils sortent pour pêcher, ils sortent pour pêcher. Et il y a des balises qui suivent leur mouvement. Maintenant, quand ils veulent partir, ils jettent à bord la balise. Le satellite verra toujours la balise sur place. Donc voilà la réalité. Maintenant, quand il y a eu, on nous a annoncé coup sur coup 3 bateaux qui ont fui en l'espace de 10 jours, j'ai dépêché une mission à Nouadhibou, qui n'est revenue que samedi soir. Alors, donc, nous sommes en train de mettre en place 2 mesures. La première, c'est de revoir d'abord les contrats d'affrètement. Parce que aussi bien les affréteurs que les sociétés consignataires sont responsables en partie. Parce qu'il y a aussi des consignataires qui ne sont pas obligés de... Parce que quand un navire bat pavillon mauritanien, il n'est pas obligé d'avoir un consignataire. Les consignataires, pour les bateaux qui battent pavillon étranger ou qui ont une convention libre, en tout cas, qui ne battent pas pavillon mauritanien.
Mais il arrive souvent qu'ils font ces contrats de consigne. Mais dans tous les cas, c'est que les termes du contrat, nous allons les revoir pour y inclure des clauses qui protègent les marins mauritaniens. Autre disposition, c'est que dans le code de la marine marchande, nous avons aussi une disposition qui impose à l'armateur de déposer une garantie, une caution qui permet de payer les marins. Donc nous allons mettre en application ces deux mesures pour nous prémunir de tels cas. Mais en tout cas, sachez tout simplement que ces contrats, c'est des contrats privés entre des armateurs mauritaniens qui sont privés et des bateaux, propriétaires de bateaux étrangers, en l'occurrence des Turcs. Donc nous allons, en tant qu'État, encadrer tout ça pour éviter que les Mauritaniens soient victimes des événements non heureux ou malheureux. ولاية نقشة الجنوبية لا تتوفر بنقاط بيع السمك. من المهام المنوطة إلى وزارة الصيد والاقتصاد البحري توفير السمك للسكان أينما كانوا أو في جميع أنحاء البلاد. ولكن هناك عائق كبير. هل عندنا الكميات الكافية لتوزيع هذا السمك في كل القرى أو في كل البلديات؟ لا. تجد الإشارة إلى أن توزيع السمك بهذا الثمن المحدود 100 أوقية للكيلوغرام موجه إلى الفئات الهشة، لنساعدهم على مواجهة المشاكل اليوم لجمع قوتهم اليومي. ولكن هذه الفئات الهشة حبذا لو تمكنا من توصيل هذه الكميات إلى القرى النائية أو مثلا إلى المناطق النائية. ولكن هناك الكميات الموزعة elles sont subventionnées. Comment on dit en arabe subventionnées? مدعومة من طرف ميزانية الدولة. وتجميعها ليس سهل، بأنه هذه الكميات معطية من طرف المقاولين الذين يصطادون في مياهنا، إما خاصة البواخر الأجنبية. كنت ذكرتنا أننا طلبنا من المقاولين الموريتانيين أنهم يعطونا يد المساعدة، ولكن مع الأسف المقاولون الموريتانيين لا يعطونا أي كيلوغرام واحد لشركة توزيع الأسماك. إذن سنحاول مثلا مع الاتحاد الوطني للصيد كيف تستطيع هذه الاتحادية أن تشارك في هذا الجهد. على أي حال هناك 34 نقطة توزيع موزعة على جميع مقاطعات البلد. لم تبقى هناك إلا 5 مقاطعات سنفتتح فيها نقاط لبيع السمك في هذه الغضون الأشهر الثلاثة قبل نهاية هذه السنة. ولكن العائق الوحيد هو الكميات المتوفرة عند شركة توزيع الأسماك، وثانيا الظروف المحلية، مثلا طريق معبدة لشاحنات الشركة لا تستطيع أن تصل إلى كل القرى، وثانية وجود الكهرباء لتخزين هذا السمك اللي إلى مجبر البرودة لا يخسر. إذن
رجائي أن أكون قد أشفيت أسئلتكم.